d'écouter les propos du bâtonnier de l'ordre. Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'ordre, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire et du parquet, distingués révérends, semeurs de lumière, distingués invités, nous toutes et tous réunis aujourd'hui sous le voile de Saint-Yves. Il y a 5 ans déjà, le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince dénonçait avec vigueur les signes annonciateurs d'un chaos et prophétisait, oiseau de malheur impromptu, là où on ne l'attendait pas dans ce rôle, circonstanciel certes, qu'en l'absence d'une action décisive des hautes autorités de l'État, l'état de droit ne serait plus qu'une façade, derrière laquelle s'abriterait la face hideuse de la bête immonde. Il y a encore 1 an, jour pour jour, le bâtonnier de l'ordre déclarait non sans emphase que lorsque le système judiciaire fait face à des difficultés dirimantes et multiples pour se tenir dans sa fonction et que la société entre dans une phase de désinvestissement civique, de désenchantement politique et de désarmement moral, alors le client de l'avocat, c'est la société tout entière. Il y a 1 mois seulement, le Conseil de l'ordre, tout en condamnant sans réserve aucune la politique de terreur entretenu à des fins en apparence imprécises et associé à un régime d'exception dépourvu de légitimité mais ambitionnant de s'installer dans la durée, affirmait avec détermination qu'en conséquence de cet état de fait, la défense était l'affaire de tous. Entre-temps, que s'est-il passé? Il s'est passé le constat affligeant de l'impunité systématisée et le déni continu de justice dans l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval, mort avec sa parole brûlante sur les lèvres. Entre-temps, il s'est passé la guerre contre les justiciables, les pauvres gens, les femmes et les hommes ordinaires, la guerre également contre les femmes et les hommes de loi ayant vocation à exercer le magistère de la parole, mais entravés dans l'accomplissement de leurs fonctions, et l'état profond, debout contre les citoyens, quel qu'en soit le prix, dans la douleur, dans le fer, dans le sang impitoyablement répandu, dans l'espérance inutilement née et abominablement niée. Entre-temps, il s'est passé la honteuse abdication des attributs de la souveraineté par les autorités étatiques. Et la justice a montré le visage de son échec, car à force de contempler l'abîme a fini par planter son drapeau dans nos yeux. Alors, descendons dans l'enfer du quotidien. Quel est le bilan de santé de l'intérêt général dont l'État est le gardien? Je n'ai eu de cesse de répéter durant ces dernières années, avant même de rejoindre le Conseil de l'ordre, qu'il fallait à la crise une réponse à sa hauteur, rompre avec les tiraillements politiques qui reconduisent le même ordre de privilèges, reconnaître le caractère obsolète et inique du modèle économique, sortir de l'ornière du monopole, se libérer du poids de la centralisation, bannir l'exclusion sociale, casser la dynamique de la pauvreté. Mais le fonctionnement du système politique, que depuis 20 ans je caractérisais de permanence de l'état d'exception,
s'est progressivement mué en méthode de gouvernement. Aujourd'hui, le chaos s'y est ajouté comme mode de conduite de la politique. L'intérêt général est désormais introuvable. Je ne parle pas ici de l'intérêt général au sens où l'État, lorsqu'il existe encore, dans ses fonctions élémentaires, entend poursuivre des buts d'intérêt public. Au demeurant, nos codes définissent des crimes et des délits contre la nation, l'État et la paix publique. Non, je parle ici de la cohabitation harmonieuse d'intérêts multiples avec ceux de l'ensemble de la société contre les intérêts particuliers d'un groupe. Je parle de l'intérêt général aujourd'hui comme la partie et la patrie commune des intérêts particuliers de plusieurs couches sociales. Or, alors que le mal a atteint un tel degré et a exercé de tels ravages, tout semble se passer comme si le gouvernement, infirme de naissance, proclamait par des actions difficiles à conjuguer en une politique lisable aux yeux de tous, l'infidélité du droit à sa mission dans l'État. Quel compte les hautes autorités étatiques ont-elles donc fait de ce crédit de légitimité accordé par un improbable consensus politique désormais bien entamé? Le Conseil de l'ordre ne se dissimule pas les difficultés du redressement de la situation. Mais pour ne rien se cacher, après 13 mois de gouvernement, avons-nous remarqué une rupture dans l'ordre de la justice? Arrive-t-on à percevoir une différence avec les pratiques de gouvernement précédents qui ont conduit dans l'abîme? Plutôt que de répondre à l'urgence sécuritaire du moment et au besoin de poser les bases du développement national ordonné, la perception publique est que les hautes autorités étatiques se sont dégagées de leurs responsabilités devant les portes de la fascination et de la jouissance du pouvoir. Allons, mesdames et messieurs, les autorités gouvernementales, faites-nous au moins la démonstration de votre bonne volonté. Mais descendons encore d'un degré. Quel est le bilan de santé de la justice? Les chiffres noirs de la justice se déclinent douloureusement. 30 massacres enregistrés depuis 2018. Plus d'une centaine de femmes violées, selon une moyenne de 11 cas de viol collectif par épisode de violence. Des centaines de personnes assassinées lors de ces violences. Des milliers de maisons pillées. Plus d'1 million de personnes déplacées. 82% de la population en attente de jugement. Des centaines de plaintes portées par les victimes. Une seule ordonnance de renvoi à date. Pas d'arrestation, pas d'assises criminelles à Port-au-Prince et une population carcérale croupissant dans la lie de l'injustice. La chaîne pénale en déroute et l'extension prochaine à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale de cette situation, telle que serait absolument compromise toute tentative de retour à la normalité. Dans ce sombre décor, la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince pourrait paraître comme une goutte d'eau dans l'océan des souffrances, comme une mesure élémentaire, longtemps attendue et relevant des obligations de l'État. Pourtant, à l'occasion de l'inauguration du local, une présentatrice, mal avisée sans doute, a jugé bon de qualifier cette ouverture d'un moment historique qui restera dans les mémoires. Comme quoi, le surréalisme ne s'arrête pas aux portes de la littérature. On ne magnifie pas le recul, on n'honore pas le déclin, on ne célèbre pas l'abdication. Tableau excessif, me direz-vous, mais est-ce vraiment le cas? Machiavel, nous invitant au réalisme, enseigne qu'à laisser croître les maux dans les conduites de l'État, au point que tous les aperçoivent, il n'y a plus de remède. Les hautes autorités étatiques n'ont pas pour elles la clémence du temps, bien au contraire. Certes, le processus de déliquescence ne commence pas aujourd'hui, et on ne peut soutenir que les autorités en place en soient seules comptables. Cependant, c'est aujourd'hui leur responsabilité. Comment alors les en dédouaner? Lorsque le suffrage ne justifie pas la détention du pouvoir, il convient de se donner une légitimité par le droit. Au vu d'un tel bilan,
La situation est donc critique, mais est-elle désespérée? Nous pourrions nous recroqueviller dans notre coquille, nous enfermer dans le prétoire, nous emmurer dans le code, prétendre que l'état de droit est notre boussole, et après, sortirions-nous pour autant du gouffre? Éradiquerions-nous la crise? Pourquoi alors célébrer la Sainte Yves? Quelle est donc l'importance de cet homme en qui nous continuons de reconnaître notre patron en ce jour? Distingués membres de l'assistance, permettez que je déroge à une tradition de respect mémoriel de Sainte Yves pour projeter sa figure symbolique dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons. En ce sens, posons-nous la question, où donc commence et finit le rôle de l'avocat dans la situation extrême que nous connaissons? Comment démêler les lignes de frontière entre l'État et le droit, entre la revendication à l'égalité portée par le droit et la politique comme art du possible? Et pratiquement, comment faire pour que la guerre change de camp? Faudrait-il en retour déclencher une guerre sainte contre l'impunité, une guerre sainte contre l'inégalité devant la loi, une guerre sainte contre la détention prolongée des plus pauvres? Ne nous faudrait-il pas armer le droit et réarmer la loi? À cet effet, d'abord, résister. Car résister, c'est agir. Ce n'est pas se retrancher dans une tour d'ivoire d'experts. Ce n'est pas s'enfermer dans la contemplation d'une béatitude à venir. Je ne parle pas ici de résilience, ce mot en vogue qui est devenu un pont aux âmes du discours des institutions nationales et internationales, mais de résistance, du droit de résistance à l'oppression et à toute forme d'abdication souveraine, même lorsque ce droit n'est pas inscrit dans la Constitution, parce qu'il la transcende, qu'il est le droit inaliénable attaché à la préservation du plus grand bien, la vie. Nous venons aujourd'hui critiquer l'action des hautes autorités étatiques à raison des attentes légitimes de la société pour que règne la justice, non point parce que par nature et par profession les avocats sont en face du pouvoir, mais parce qu'il y va de l'intérêt général. Non point parce que le barreau est un lieu natif de contestation, mais parce que, sous la robe du défenseur, bat toujours le cœur du citoyen, parce que l'avocat, libéré des entraves et des enclaves, est sans esclave et sans maître. Quelle est donc la responsabilité de l'avocat hors prétoire lorsqu'il doit faire face à la guerre sans nom qu'il atteint dans ses retranchements personnels et qu'il contemple avec horreur le défilé violent et tragique des atteintes au droit à la vie? L'avocat, parce qu'il a fonction de conjurer la violence, répudie la terreur sous toutes ses formes et quels qu'en soient les auteurs, parce que sont inscrites dans sa déontologie les valeurs de l'état de droit. Il est aiguilleur de cohésion sociale par vocation et profession. Son œuvre ne peut donc s'arrêter au prétoire. Fort de sa mission, convaincu de son rôle, habité par la passion de la justice, l'avocat ne peut jamais se tenir dans le vertige de l'indécision. Il résiste au droit de puissance et s'impose le devoir de trouver dans les ressources du droit les moyens de son combat. Mais j'ai trop parlé. J'ai pris la parole ce matin au nom de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, conscient d'une part du droit de tout avocat de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice et d'autre part du droit du public de s'informer sur ce qui touche le fonctionnement de l'État et du pouvoir judiciaire. J'ai pris la parole ce matin au nom de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, mais ma parole transcende la corporation, toute corporation, avocate et avocat. Nous ne revêtons pas la robe noire en signe de deuil, ni pour abriter je ne sais quelle complicité avec des forces obscures. Nous la revêtons encore pour signifier publiquement que nous sommes porteurs du juste droit.
ma parole est essentiellement à la fois celle d'une solidarité de fait et de droit avec toutes les victimes de la terreur. Elle est en même temps celle du combat permanent contre toutes celles et tous ceux qui, du lieu des puissances infra-étatiques, tapis au sein de l'État officiel et de la périphérie des pouvoirs clandestins animant l'État profond, conspirent pour faire obstacle à l'intérêt général de la nation. Sur ces mots que j'ai voulu graves mais magnétiques, je déclare fermées les festivités de la Saint-Yves. Je vous remercie de votre attention.